La science pour explorer et comprendre le monde. Tel est le message que porte une institution qui rassemble aujourd'hui près de 400 scientifiques choisis parmi les plus éminents spécialistes français et étrangers. Cette institution, c'est l'Académie des sciences. Depuis sa création en 1666 jusqu'à nos jours, l'Académie des sciences réunit certains des plus grands esprits de leur temps pour faire rayonner les connaissances. L'Académie des sciences encourage l'audace, la curiosité, la liberté et l'exigence qui caractérisent l'esprit scientifique. Elle porte ce message en France et dans ses relations avec les autres académies du monde. En remettant chaque année plus de 80 prix dans de nombreux domaines, elle met en valeur les talents scientifiques les plus remarquables du monde actuel à l'échelle nationale et internationale et encourage les nouvelles générations de chercheuses et de chercheurs à poursuivre la voie de leurs prestigieux prédécesseurs. Et dans un monde qui a plus que jamais besoin des lumières de la science, l'Académie éclaire les grandes questions qui traversent nos sociétés. Numérique, énergie, biosécurité, recherche spatiale, environnement et biodiversité, santé. Par ses rapports indépendants, accessibles à tous, elle enrichit le débat et met au service des politiques publiques l'expertise de ses membres. Ces connaissances, les scientifiques de l'Académie des sciences les partagent au plus grand nombre. Conférences tout public, podcasts ou encore publications héritières des comptes rendus de François Arago, la diffusion des connaissances, l'enseignement et l'éducation sont au centre de ses missions. Portée par un héritage multiséculaire, ancré dans le présent et tourné vers l'avenir, l'Académie des sciences est au cœur de la vie scientifique. Sabadia, on essaye, c'est une sorte de tremplin de l'Académie des sciences localement, au Pays Basque, et on essaye d'avoir un certain nombre de manifestations scientifiques et de collaborations avec le territoire pour faire ce que l'on a à faire en tant que l'Académie des sciences, c'est-à-dire la promotion de la science dans le grand public et dans le scolaire, puisqu'on reçoit ici un grand nombre de groupes scolaires. Voilà. Alors aujourd'hui, on a la chance, l'immense chance d'avoir Yves Agide comme conférencier. Alors vous allez voir, ces conférences sont toujours extraordinaires. Alors, Yves, je te mets la pression, mais tu as l'habitude. C'est toujours passionnant de l'écouter. C'est un neuroscientifique extrêmement reconnu qui a travaillé sur des tas de choses. Donc je lui ai promis de ne pas faire son éloge, donc je ne le ferai pas. Mais vous allez vite comprendre ce sur quoi il travaille et l'intérêt de tous ces travaux. Voilà. Alors c'est totalement accessible au grand public, hein, c'est le but de ces conférences. Et après, nous aurons un temps pour les questions et pour ceux qui ont retenu une possibilité à la cuisine d'échange avec le conférencier pendant quelques temps devant un jus de fruits ou autre qui nous permettra de discuter un peu plus longuement. Yves, oui. La parole est à toi. Je te laisse la parole et après je m'occuperai des questions. Voilà, donc tu gères à partir de... si tu préfères, tu peux le gérer. Tu t'avances ou tu recules. Ici devant. Essaye. Ouais. Voilà, c'est bon. Et là, c'est le pointeur. Il y a un pointeur. Ça marche pas. Bon, merci d'être là. C'est très sympathique. Merci Didier de m'avoir invité. Merci à Monsieur Soulu qui s'est occupé d'organiser tout ça et pour m'accueillir ici. Nous avons déjà passé un très bon moment avec un certain nombre de copains qui sont là, mon secrétaire perpétuel et d'autres. Merci beaucoup pour cette invitation, vraiment, c'est très sympa. Moi, j'étais absolument stupéfait de voir cet endroit. Je connaissais le château de vue, comme ça, des photographies, mais Didier Roux m'a fait visiter, c'est absolument extraordinaire. Hein. De couleurs, d'imagination, enfin, quelque chose qu'on ne voit plus de notre temps. Alors, vous avez vu le titre de cet exposé, c'est... Vous l'avez vu, le titre de l'exposé? Non, on a appelé ça « Je suis mon cerveau c'est moi ». Ça fait un peu péteux quand même, vous trouvez pas? En fait, ça veut dire simplement que, oui, pas moi, mais vous êtes votre cerveau c'est vous. C'est-à-dire que, en fait, votre existence, votre essence même, pour moi,
c'est le cerveau et uniquement le cerveau. C'est-à-dire, ça va à l'encontre de toute une série de mythes, notamment des philosophes qui parlent du corps, etc. Donc je vais essayer de vous décrire ceci de manière brève, en commençant par dire ce que c'est qu'un cerveau. Quand même. Tout le monde le sait, le cerveau c'est là-dedans. Hein, bon, ça pèse combien un cerveau, vous savez? Hein? Oui, c'est les tout petits, alors là, c'est tout petit, non? C'est environ un peu moins de 3 livres, hein, un peu moins de 3 livres. C'est-à-dire 1350 grammes chez les hommes, 50 grammes de moins chez les femmes. Pourquoi? Les hommes ne parlent pas, s'il vous plaît. Non, c'est simplement parce qu'elles sont un peu plus petites, c'est proportionnel à la taille. Donc, il y a des gens qui ont des tout petits cerveaux qui sont très intelligents et des gens qui sont... Lord Byron avait un cerveau qui faisait 2,2 kg, Anatole France 700 grammes, enfin, vous voyez. Donc, mais en moyenne, c'est 1300 grammes, à peu près. Peu importe. Mais l'intelligence n'est pas proportionnelle au poids du cerveau. Par exemple, un éléphant, c'est 4 kilos, il y a beaucoup moins de neurones, etc. Alors ce cerveau, c'est une structure quand même, vous voyez, 1,5 kg, enfin un peu moins, ça fait 1/50 du poids du corps, en gros, 1/50. Or ce cerveau, il est quand même étonnant parce que il consomme une quantité d'énergie absolument prodigieuse, 10 fois plus que tous les autres organes. C'est-à-dire que je garde cette image, vous êtes à 90 à l'heure sur votre départemental, hein, et puis tout d'un coup on vous dit, ben maintenant vous roulez à 900 à l'heure. C'est donner l'ordre de dimension par rapport au cœur, par exemple. Et une deuxième caractéristique absolument fondamentale, c'est que le cerveau fonctionne en continu. On l'a fait par des enregistrements électriques, des enregistrements métaboliques. Donc votre cerveau, il marche en continu, nuit et jour. Ce qui explique que quand vous dormez, eh bien, en fait, votre cerveau fonctionne. Et comme je essayais de le dire tout à l'heure, comme le cerveau n'a qu'une fonction, c'est de produire des pensées et des émotions, eh bien, ça veut dire que vous avez des pensées et des émotions en permanence, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc, c'est inconscient. Et je terminerai par là, vous verrez que ce qui est important pour nous, c'est notre vie inconsciente. L'inconscient ne veut pas dire inconscient au sens freudien des termes. Bon, alors c'est un organe qui est très complexe. On dit qu'on a des dizaines de milliards de cellules nerveuses, on dit 100 milliards de neurones. Vous savez ce que c'est que les neurones, à peu près, hein, c'est des cellules avec des prolongements qui, mis en série ou en parallèle, permettent la transmission des influx nerveux. Et il faut savoir que si vous avez 100 milliards de neurones, un neurone lui-même a entre 10 000 et 50 000 connexions nerveuses. Un neurone, 10 000 ou 50 000. Ça veut dire que par seconde, on dit que vous avez environ 100 millions de milliards d'influx qui passent par seconde dans votre cerveau. Par exemple, vous, juste pour vous, je dis ça juste pour vous, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est fou. C'est incommensurable. C'est en petit ce que l'univers est en grand, si on peut dire les choses de cette manière. Donc c'est une structure très complexe. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire une machine, c'est-à-dire quelque chose auquel vous donnez un ordre qui travaille, qui va produire quelque chose, mais toujours le même. Deuxièmement, c'est une machine vivante, biologique, contrairement à une machine à café, par exemple, qui est inerte. Troisièmement, c'est une machine pensante. C'est ça que je voudrais détailler un tout petit peu, c'est-à-dire comment les pensées naissent à partir de la matière du cerveau, car c'est de la matière quand même, c'est de la graisse et de l'eau en gros, un cerveau. Hein. Et enfin, je voudrais dire un dernier point, c'est que ce cerveau est autonome, up to a certain extent, jusqu'à un certain point. Une machine vivante, pensante, autonome. Je vais essayer de développer brièvement ces 4 points. Alors, premièrement,
C'est une machine. Le voilà, si vous voulez, ce cerveau, vous voyez, j'ai les petits dessins, hein. Voilà le cerveau, là. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un rouge transparent, c'est bizarre. Non, ça marche pas. Voilà. Oh là là. Là en dessous. Ah, en dessous, d'accord. Ici. Ok. Voilà. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc, vous voyez, d'abord, premier point, c'est une machine. C'est une machine qui est comme une machine à café. Quand vous avez une machine à café, vous mettez de l'eau, vous mettez du café, vous appuyez sur un bouton, la machine travaille et elle vous donne un produit qui est le café. Donc, il y a une entrée, vous apportez quelque chose, la machine travaille et puis vous obtenez un produit. Eh bien, le cerveau, c'est exactement pareil. Vous avez des sensations qui arrivent, qui vont former des perceptions avec nos 5 sens. Par exemple, chez l'homme, surtout la vision et l'audition. Hein, nous sommes des êtres voyants et qui écoutent. Deuxième, ça c'est l'input, si vous voulez. Et puis, deuxièmement, cette machine travaille. Et elle travaille pour faire quoi? Elle va donner des pensées, des émotions, qui peuvent être utilisées tout de suite, mais qui peuvent être mises en mémoire, qui vont produire du langage, etc. En fait, un cerveau, je vais essayer de vous énumérer ce que ça fait. 1, l'élan vital. L'élan vital, pour moi, je le dis comme ça, c'est l'attention, l'humeur, la motivation, l'éveil et la fatigue. Si vous êtes déprimé, vous pouvez pas bien penser. Si vous êtes apathique, c'est-à-dire manquer de motivation, vous pouvez pas bien travailler, vous pouvez pas bien penser, vous n'avez pas les émotions qu'il faut. Vous voyez, c'est ça l'élan vital. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça perçoit. C'est-à-dire que les images, les sensations que nous avons vont donner des images pour la vision ou des sons qui vont donner, par exemple, de la musique, etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la mémoire, ça fait du langage, ça fait du raisonnement, comme vous le savez, la logique, ça fait la décision, je peux décider, et enfin, ça va finir, une fois que tout ça est fait là-dedans, disons, pour simplifier, appelons ça des pensées et des émotions, c'est les deux grands systèmes. Votre machine a travaillé, c'est là l'énigme, comment des pensées peuvent naître à partir de quelque chose qui est de la matière inerte. Et la troisième chose, c'est effectivement, il y a un output, et cet output, c'est ce que je fais maintenant. Je bouge mes jambes, je m'exprime avec ma main, et surtout avec mon larynx, avec ma bouche, avec ma langue, qui sort des sons. Je ne suis que du mouvement. Mon comportement, c'est du mouvement. Ce que vous voyez, ce que je vois de vous, ce n'est que du mouvement. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Enfin, mais la seule posture est déjà une sorte de mouvement. Donc voilà ce que je voudrais que vous acceptiez l'idée que ce cerveau, c'est une machine avec des entrées, avec un travail intellectuel, émotionnel, et avec une sortie qui est une forme de mouvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez, c'est vraiment, imaginez que je sois un savant fou, si je mets ici, par exemple, un cerveau qui n'a jamais rien vu, je le mets dans une cuve, et dans cette cuve, elle marche parce que on met les ingrédients et les nutriments qu'il faut, n'est-ce pas, etc. Elle vit, elle est vivante. Mais est-ce qu'elle pense? Eh bien non, elle ne peut pas penser. Pourquoi? Elle ne peut pas penser parce qu'elle n'a pas d'information. C'est comme une voiture qui est toute belle, qui est toute bien, le moteur est là, etc. Mais vous ne mettez pas le moteur en marche, donc elle ne marche pas. Un cerveau tout seul ne pense pas. C'est très important à comprendre. Alors pour qu'il marche, il faut que ce cerveau, le voilà, soit dans un environnement donné. Évidemment, c'est exactement ce qui se passe ici. Si vous prenez mon cerveau, par exemple, je vous vois, vous me donnez des informations par votre regard, par votre intérêt, etc. Et moi, je pense, et je vous redonne en retour une information qui va légèrement modifier votre propre cerveau.
Autrement dit, pour que ce cerveau fonctionne, il faut qu'il reçoive par les nerfs sensitifs, sensoriels, les 5 sens, des informations, vous, par exemple, par la vision, et si vous aussi par l'audition pour vous, puisque vous m'écoutez, et je travaille à l'intérieur, on en va en parler, et puis je vais m'exprimer par des nerfs moteurs, ce que je fais en parlant, et je vais modifier en retour l'environnement. Autrement dit, un cerveau ne marche et ne produit des pensées et des émotions que s'il est connecté à l'environnement. Moi, je dis volontiers, le cerveau est en dérivation sur l'environnement. C'est-à-dire qu'au fond, pour être clair, je ne peux penser que dans un rapport avec l'autre, avec vous. Parce que l'environnement, certes, c'est la nature qui vous donne des émotions, mais c'est surtout l'interaction sociale. Je répète, c'est une machine qui est en dérivation sur l'environnement, qui lui apporte des informations. Le cerveau s'exprime en modifiant par les nerfs, les mouvements, l'environnement en retour, et ainsi vous avez un cercle qui est vertueux, parfois qui peut être pas vertueux du tout d'ailleurs. Donc ça, c'est très important de comprendre que votre cerveau ne fonctionne que parce qu'il est connecté à l'environnement. C'est vrai aussi pour les viscères. Moi, les viscères, on s'en fout. C'est ce qui permet de vivre, quand même. Mais effectivement, une petite partie, le tronc cérébral, la partie toute ancienne, la plus ancienne du cerveau, est connectée avec l'ensemble des viscères, l'intestin, le cœur, la vessie, la rate, etc., qui envoient des informations au tronc cérébral par des nerfs et par des hormones, et qui qui ensuite contrôle tous les viscères, car c'est aussi important à comprendre, c'est que ce qui permet de contrôler le fonctionnement de votre intestin, pour dire les choses, les ondes péristaltiques, l'absorption des nutriments, etc., c'est votre cerveau qui le contrôle. D'accord ? Mais c'est la même chose. Tout ça, les viscères sont en dérivation sur le cerveau. Ceci étant accepté, vous allez me dire, mais je vais essayer de vous montrer que ce cerveau pense. Il est là. Mais le corps ne pense pas. Ça, je dis ça parce que souvent les philosophes parlent de l'esprit et du corps. Vous savez, nous, scientifiques, nous sommes assez matérialistes, comme vous pouvez l'imaginer un petit peu. Et ces notions-là n'ont pas de sens pour nous. Donc, l'organe, et donc vous, puisque nous n'existons que par nos pensées et nos émotions, nous pensons par notre cerveau. Mais le corps ne pense pas. Le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il apporte des informations au cerveau, et le cerveau va s'exprimer par le corps, par du mouvement. Donc, le cerveau pense, le corps ne pense pas, mais le cerveau ne peut penser qu'avec le corps. Parce que c'est le corps qui apporte les informations par les 5 sens. Et c'est le corps qui permet de s'exprimer par le mouvement. Est-ce que quelqu'un est en désaccord avec ce que je dis ? Bon, je crois que c'est assez important. Ça a l'air de rien de dire des banalités apparemment comme ça. Et si quand je parle avec mes amis philosophes, pour vous c'est très choquant. Et dans la littérature, vous verrez, la littérature ou les magazines que vous lisez, je sais par exemple, il a été démontré qu'encore 10% des Français pensent que les émotions naissent dans le cœur. C'est un peu comme si on disait que la Terre était plate. Il paraît qu'aux États-Unis, ils sont 30% à penser que la Terre est plate. Enfin, bon, en France, je ne sais pas. Donc voilà un premier message. C'est une machine qui pense et qui a des émotions parce qu'il est en connexion, en rapport en permanent avec l'environnement, le monde extérieur. Le monde extérieur, effectivement, c'est essentiellement les gens. C'est votre famille, c'est les gens au travail, c'est vous-même ici. Donc voilà un premier point. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que cette machine, puisque c'est une forme de machine, est vivante, c'est-à-dire qu'elle est biologique. Une machine à café, c'est inerte, ça vous redonne toujours la même chose. D'ailleurs, un ordinateur, ceux d'aujourd'hui en tout cas, vous apportez des informations, elles sont mises en mémoire, c'est déjà absolument miraculeux quand même. Et puis, quand vous ressortez, vous avez le résultat très exact qui était attendu. C'est une machine inerte. Nous, c'est une machine vivante. Et elle est vivante, je vous donne juste un exemple.
Vous allez comprendre, c'est tout bête, mais voilà un neurone, avec ses connexions ici, ce qu'on appelle des dendrites, plein de connexions avec les autres neurones. Je vous dis qu'il y en a à peu près 50 000 par neurone. Bon, c'est donc un schéma très simple. Imaginez que là, un neurone est détruit, par exemple dans une maladie de Parkinson, un neurone qui disparaît. Voilà. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le neurone qui est à côté, au lieu d'envoyer ses branches, ses connexions nerveuses, ses terminaisons nerveuses sur ce groupe de neurones, non seulement il va le faire, mais il va aller coloniser les autres neurones. En quelque sorte, il va compenser en bougeant, en envoyant des connexions sur d'autres cellules qui ne sont plus innervées. C'est un exemple, c'est ce qui se passe quand vous avez un assassinat du cerveau, par exemple, après un stroke, après un accident vasculaire cérébral, vous avez un infarctus cérébral, une artère qui se bouche, le territoire irrigué par l'artère se nécrose, et voilà. Mais il y a quand même, vous l'avez vu, des gens qui ont fait une hémiplégie, par exemple, eh bien, il y en a qui sont complètes, malheureusement, mais il y en a beaucoup qui récupèrent partiellement. Eh bien, c'est par ce mécanisme. Autrement dit, mon message, je ne vais pas rentrer et décrire ça, c'est pas le sujet, mais enfin, c'est quand même formidable. Vous avez un cerveau qui est vivant, qui est biologique, qui bouge. On dit que dans votre cerveau, à l'instant présent, vous avez des dizaines, voire des centaines de millions de connexions qui se font et se défont par seconde. Je répète, des dizaines de millions au moins de connexions qui se font et se défont par seconde. Autrement dit, d'une seconde à l'autre, quoi que vous fassiez, votre cerveau change. Vous n'avez jamais le même cerveau. C'est quand même fort de café, si je peux dire. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que, évidemment, pour ceux qui cherchent à imaginer des machines qui pourraient représenter ce que nous sommes, c'est une difficulté considérable, évidemment. Ce qui veut dire, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on n'arrivera jamais à refaire exactement ce que nous sommes. On arrivera peut-être à faire des gens très intelligents, mais peut-être plus intelligents même, mais différents de ce que nous sommes. Exactement. Donc c'est une machine vivante. Vous êtes d'accord ? C'est bien. Alors maintenant, je voudrais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Je vais prendre 3 exemples, je ne peux pas tout décrire. Je vais prendre un exemple de perception. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ? Vous me voyez, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous me voyez ? Deuxièmement, au lieu de, je ne peux pas parler tout ça, ça demanderait des heures, évidemment, de parler du langage, de la mémoire, etc. Si, je vais prendre un exemple, la mémoire. Comment ça fonctionne la mémoire ? Les grands principes, pas les détails, puisque c'est très compliqué, évidemment, si on rentre dans le détail. Et enfin, je prendrai un exemple de mouvement. Donner un exemple. Je vais prendre 3 exemples pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur de ce cerveau pour percevoir la vision, pour avoir de la mémoire, mettre en mémoire et se rappeler, et deuxièmement, s'exprimer par du mouvement. Par exemple, la parole. Voilà. Alors, je prends le premier exemple que je vais vous donner. Imaginez que je vois une bouteille. Vous voyez, voilà une bouteille. Voici mon œil, avec la cornée, le cristallin, etc. Puis la rétine. Et puis, là, c'est mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, la bouteille, elle n'a pas d'image en soi. Vous voyez la bouteille parce que il y a des photons, la lumière qui arrive sur la bouteille, qui sont réfléchis, et donc ce sont des photons qui vont gagner votre œil. Là, il y a un miracle quand même dont on ne se rend pas compte, c'est quand même un changement considérable. La forme, la couleur, la topographie, la vitesse éventuellement de la bouteille se transforment en électricité. C'est quand même miraculeux. Pour les physiciens, c'est pas miraculeux du tout, ils ont l'habitude. Mais pour les philosophes, c'est déjà difficile à comprendre. Je n'ai rien contre les philosophes, au contraire. Bon. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces petites impulsions électriques courent sur des nerfs, peu importe, les nerfs optiques, etc.,
C'est très simple, hein. Et ça arrive à l'arrière de votre cerveau, ici. Et là, c'est un deuxième miracle, c'est que il y a des groupes cellulaires différents, des modules de cellules qui sont très complexes. C'est des millions et des millions de neurones qui sont intriqués les uns dans les autres. C'est pas comme tout ça, comme ces modules de neurones, c'est pas comme des billes dans un sac de billes, hein, avec toutes les billes bien placées à côté. Tout ça est un peu mélangé, c'est toute la difficulté. Qui vont reconnaître les unes la forme, les autres la couleur, les troisièmes la topographie, éventuellement la vitesse. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de bon sens, c'est que les impulsions électriques qui ont permis de reconnaître ces 4 caractéristiques de la bouteille sont mises en connexion avec les mémoires de bouteille. J'ai appris ce que c'était qu'une bouteille. Depuis que je suis né, j'en ai vu des différentes. J'ai donc le concept de bouteille qui est emmagasiné dans ma mémoire, ici, dans la région temporale gauche, chez un droitier, essentiellement. Et de là, je peux dire que mon cerveau a vu la bouteille. Ça prend 2/10 de seconde, un cinquième de seconde, hein, ça. Mon cerveau reconnaît la bouteille en 1/5 de seconde. Mais moi, j'ai pas encore reconnu la bouteille. C'est là la chose intéressante. Parce que pour reconnaître la bouteille, il faut que je sois conscient de reconnaître la bouteille. La conscience, c'est se rapporter à soi-même. C'est-à-dire, mon cerveau a vu la bouteille, il faut que je puisse avoir conscience que c'est une bouteille. Vous voyez, l'idée, c'est quand même déjà très intéressant, c'est-à-dire que ces 2/10 de seconde indiquent, et on l'a montré scientifiquement, je peux vous montrer 10 exemplaires, j'en montrerai peut-être un à la fin, dans le temps, c'est que cette partie de la reconnaissance de la bouteille, de la vision de la bouteille, eh bien, c'est une vision inconsciente. Mon cerveau a vu, mais moi, je suis pas conscient que mon cerveau a vu. On peut montrer que mon cerveau l'a vu. Alors, comment est-ce que je prends conscience? Eh bien, il faut que les informations que je viens de décrire, les 4, la forme, la couleur, la topographie, etc., passent à l'avant du cerveau. Là, on connaît un peu, c'est ce que j'ai indiqué ici, hein, c'est la même chose, ça arrive ici, et là, il faut encore 2/10 de seconde, autrement dit, ça fait pratiquement une demi-seconde avant que je prenne conscience de la bouteille. Et cette conscience de la bouteille, ça va se passer, et je vais simplifier, je le dirai à la fin, de manière évidemment très subjective encore et hypothétique, mais il y a toute une série d'arguments qui vont dans ce sens. C'est probablement global, mais le chef d'orchestre de la reconnaissance de la bouteille, c'est le cortex frontal. Cette partie du cerveau de l'homme, ici, que vous voyez, c'est un tiers du cerveau, est propre à nous. Les primates, ça représente 30% du cerveau, en gros. Beaucoup. Chez les primates, c'est 15%. Chez un rat, c'est 5%. Chez un ver de terre, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, nous sommes essentiellement notre cortex frontal, à partir du moment où on parle de conscience, mais je vais y revenir. Donc voilà le premier exemple. Vous avez, de manière avec des phénomènes, un code physico-chimique qui n'est pas complètement décodé encore, un peu comme on a découvert le code génétique en 1953, alors que les lois de Mendel datent de 1860. Il a fallu du temps. Là, il reste encore, le code physico-chimique pur reste peut-être à définir de manière plus claire. Mais vous avez un exemple de perception. D'abord inconsciente, 2/10 de seconde, puis consciente, 2/10 de seconde. D'accord? Voilà un exemple de perception. Et ce que je dis pour la vision est valable pour le goût, l'olfaction, le toucher ou l'audition. Bon, maintenant je vais prendre un deuxième exemple. Je vous l'ai dit, c'est la mémoire. Bon, j'ai choisi la mémoire comme ça. Bon, par exemple, chère madame, est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes d'accord pour que je vous pose une question? Je vais vous demander de retenir 3 mots, s'il vous plaît. Vous êtes prête? Vous me regardez bizarrement. Non, ça va. Bon, ok.
D'accord. Je vous dis par exemple flacon, pomme, marteau. Vous pouvez répéter les 3 mots? Oh, mais pas mal. C'est bien, c'est bien. Je vais vous les redemander plus tard, attention. Hein. Mais vous les répétez pas. Hein. Je veux dire, avec 3 mots, c'est facile. Mais quand on en donne 7, plus difficile. Donc, par exemple, je vous demande, vous pouvez les répéter, les mots? Ah oui, c'est parfait. Madame est normale. Bon, ok. Donc, effectivement, c'est bien. Mais si vous avez donné 7 mots, par exemple, à ce moment-là, sur 7 mots, vous en auriez probablement oublié 1 ou 2. Et 3. Généralement, les gens trouvent 3 mots, et on retrouve les 7 mots au bout de 3 essais. Mais cette épreuve toute simple que je viens de faire vous permet de distinguer quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer d'un oubli bénin. Maladie d'Alzheimer, vous savez ce que c'est à peu près, quoi. Ces gens qui, malheureusement, une maladie dégénérative, on perd sa mémoire, notamment. Mais l'oubli bénin, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je vais dire ce que c'est. Comment il s'appelle déjà? Excusez-moi, je ne trouve pas son nom. Ce soir, en mangeant ma soupe, Didier Roux. Quand même, non mais ça veut dire que ton nom a été stocké. Il a été stocké, je le connais. Par contre, pendant un instant, je n'ai pas pu me le rappeler. Et entre parenthèses, petite parenthèse, pourquoi je l'ai retrouvé en mangeant ma soupe? Je mange jamais de soupe, mais ça fait rien. Pourquoi je l'ai retrouvé? Je l'ai retrouvé parce que mon cerveau, comme je vous l'ai dit, travaille en continu et de manière inconsciente. Il a travaillé de manière inconsciente tout l'après-midi pour que je retrouve. Et là, ça a été court, hein, ça a été bref. Autrement dit, alors que quelqu'un qui ne retrouverait pas les mots, eh bien, il a un défaut du stockage. Je vous l'exprime, je crois, sur un petit dessin que j'avais fait. Voilà. Je vous ai posé, vous avez vu, je l'ai laissé par cœur, hein. Flacon, marteau, pomme, pour je suis sûr de pas se tromper. Voilà, je vous ai posé, ça c'est pas vous, hein. Alors, vous me les avez retrouvés. Mais imaginez que vous n'ayez pas retrouvé le mot marteau. À ce moment-là, moi je vous aurais dit, est-ce que c'est un autobus? Est-ce que c'est Château d'Abadia? Est-ce que c'est marteau? Alors on dit, oui, marteau, oui. Ah, vous auriez retrouvé marteau. Ça, c'est l'oubli bénin. Pourquoi? Ça veut dire que, c'est ce qui est indiqué ici, je vous montre ce qu'on appelle un rappel indicé, peu importe, je vous montre les éléments, et à ce moment-là, ça revient. Vous avez facilité le rappel. Alors, ça s'exprime de cette manière, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, par exemple, voilà les 3 objets, l'information que j'ai fait rentrer dans votre cerveau, elle s'est rentrée. Il faut que ça soit enregistré, nous on appelle ça l'encodage. C'est toujours pareil, les scientifiques, ils aiment bien être un peu pompeux, on trouve des mots compliqués. Ça veut dire que c'est enregistré, tout simplement, dans l'hippocampe, là, dans la région temporale gauche et droite, mais surtout gauche, pour les mots. Il faut que ça soit stocké. Ça rentre dans votre petit hippocampe, là, derrière l'oreille. C'est tout petit, hein, c'est grand comme ça, à forme d'hippocampe. Et puis ensuite, c'est stocké, et les informations, par exemple pour la bouteille, sa couleur va aller là, sa topographie va aller là, sa vitesse va aller là, qu'est-ce qui reste, sa forme ailleurs. Tout ça, c'est dans l'ensemble du cerveau. C'est stocké. Et puis ensuite, moi, je vous demande de faire le rappel. Eh bien, vous retrouvez l'information, vous me sortez vos affaires. La différence entre vous, moi, qui avons un oubli bénin, et une maladie d'Alzheimer, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, le rappel est impossible. Il n'y a pas de stockage. Parce que les cellules qui sont capables de stocker la mémoire sont détruites. Donc le rappel est mauvais. Si je leur remontre le marteau tout à l'heure au milieu d'autres choses, ils vont pas se le rappeler. Vous voyez? Alors que si vous avez un oubli bénin, on a des oublis bénins, vous savez pourquoi? Simplement, c'est souvent des gens qui sont un peu nerveux, un peu anxieux quand on est stressé, etc. Ce genre de choses. Bon. Est-ce que c'est clair? Comme ça, vous savez faire le diagnostic d'Alzheimer. Il faut être un peu prudent, évidemment.
faire des tests complémentaires, simplement parler avec les gens, ça suffit d'ailleurs pour faire le diagnostic de cette maladie. Bon. Donc voilà un exemple de mémoire. Un des multiples fonctions mentales du cerveau. Et vous me direz, mais comment ça se fait que les mots puissent rentrer dans les cellules comme ça et qu'on puisse se les rappeler? Ça, c'est quelque chose qui reste un petit peu mystérieux, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu des photons qui se transforment en électricité, on peut mettre des forces qui forment de l'électricité, etc. Les énergies se transforment les unes dans les autres. Le problème de la pensée, c'est-à-dire par exemple de retrouver un mot qui est du langage, là, le code physico-chimique à l'échelle cellulaire qui permet de retrouver cela reste un peu quand même à déterminer. Je sais que beaucoup de gens ont des idées là-dessus, il y a plein d'hypothèses, mais enfin, en gros, ça veut dire quand même qu'on commence à comprendre vraiment comment fonctionne la mémoire, le langage, la possibilité de décision, le raisonnement, etc. La conscience. D'accord ? Je vous donne maintenant, je voulais vous donner un troisième exemple. Nous sommes là, je vous ai donné un exemple de perception, la vision, la mémoire, un exemple, on pourra parler du reste. Maintenant, comment ça se passe pour exprimer, comment s'exprime notre machine? Elle s'exprime par du mouvement, je vous l'ai dit. Alors, il y a deux types de mouvements. Le premier mouvement, c'est un mouvement conscient et non automatique, volontaire. Par exemple, si je fais ça, d'accord? C'est top. Comment? Je pourrais faire, c'est comme ça. Non, je fais, c'est top. C'est un mouvement volontaire. Je suis conscient. J'ai voulu le faire vraiment. C'est pas inconscient. C'est pas comme quand là je parle et que vous me voyez marcher. Ma marche, je la fais de manière non consciente. Elle est automatique. Tandis que ce geste-là, il n'est pas automatique. Il est volontaire, délibéré. Et il est conscient. Alors je fais une petite parenthèse sur ce mouvement, parce que souvent on vous dit que quand on fait quelque chose avec son cerveau, on n'utilise que 10% du cerveau. C'est une énorme, je le dis, pardonnez-moi l'expression, une énorme connerie, quoi, ça. Une énorme connerie. Même en faisant ça, ce que je viens de faire là, j'utilise pratiquement tout mon cerveau. Alors je vous explique pourquoi. Regardez, je suis comme ça. D'abord j'ai fait ça. J'ai été là, et puis j'ai élevé tout doucement mon pouce. Je lève mon pouce, puis à un moment j'arrête quand même, j'arrête. Autrement dit, simplement ce mouvement-là, vous voyez que pour faire 1 millimètre, c'est une commande musculaire, c'est l'extenseur du pouce qui fait ça. Mais je peux le faire comme ça, ou je peux le faire doucement. Autrement dit, pendant que je fais ce mouvement-là, il y a une information sensorielle, par des nerfs sensitifs, non plus moteurs cette fois-ci, qui informe mon cerveau, qui, au fur et à mesure que je fais ce mouvement, va contrôler la vitesse et la distance de mon mouvement. En fait, tout geste est sensorimoteur. Donc ça veut dire déjà qu'on met en jeu dans le cerveau cette région-là et cette région-là. C'est tout petit, c'est très simple. C'est la partie la plus élémentaire de notre cerveau, le mouvement. Mais en même temps, vous avez vu que j'ai fait ce mouvement-là. Autrement dit, j'ai déplacé l'axe de mon corps. Autrement dit, ma posture a changé. 1 millimètre, très peu de choses. Mais n'empêche que tous les problèmes qui concernent ma posture, ça a l'air de rien, mais si je fais comme ça, c'est évident, mais si je fais comme ça, il y a quand même un changement de posture. On l'enregistre, par exemple. Ça veut dire que déjà, tous les muscles de mon corps, l'équilibre est changé. Donc toutes les structures qui concernent l'équilibre et la posture sont modifiées, etc., etc. Mais beaucoup plus encore. Pourquoi j'ai fait ça? C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est cognitif. J'ai fait ça pour vous donner un exemple. J'aurais pu faire ça. Donc ça avait une signification. Autrement dit, ça, c'est un acte intellectuel, mais c'est un acte aussi émotionnel, c'est-à-dire non pas au sens de la tristesse ou de la joie, mais c'est-à-dire, par exemple, pour vous convaincre. Je suis obligé de mettre un peu d'élan vital, etc., etc. Vous voyez. Donc, dans le mouvement, ce qui compte,
c'est le cerveau qui commande tout, mais derrière, il y a tout un aspect cognitif et émotionnel qui est à l'origine de chacun de nos mouvements. Pour le mouvement conscient, volontaire, délibéré, non automatique. D'accord. C'est rare qu'on fasse des mouvements complètement délibérés. La plupart sont automatiques. Par exemple, vous voyez, quand je fais ça, mon élocution, je pense que je sais à peu près ce que je veux dire. Je pense, mais j'espère. Mais en revanche, l'articulation, mon articulation, les mouvements de mon larynx, de ma bouche, de ma langue, etc., j'y pense pas. Je dis pas, je vais ouvrir la bouche en avançant les dents pour faire ah, etc. Tout ça se fait de manière automatique. Je marche. Souvent, les gens, les orateurs, quand ils parlent, on a eu Philippe Aghion l'autre jour dans mon institut, qui n'arrête pas de marcher, etc. Bon, on marche. D'ailleurs, on marche, ça fait penser. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais autrement dit, la plupart de nos mouvements sont inconscients et sont automatiques. Ils ont été surappris. C'est le cas du pianiste, de l'instrumentiste, c'est le cas du joueur de tennis, c'est le cas de la dame qui fait de la danse, c'est le cas de c'est moi qui marche, etc. La plupart de nos mouvements, donc l'output, la sortie de notre cerveau, ce sont des mouvements automatiques, non conscients. Même votre posture, je vois chacun, il y en a qui sont comme ça, d'autres comme ça, vous n'êtes pas conscient de faire ça. Et alors je vais vous montrer une vidéo d'un malade parkinsonien. C'est le premier malade qu'on avait traité par stimulation des structures cérébrales profondes. Une vieille vidéo, je la montre, j'y tiens beaucoup parce que c'était notre premier malade. Et dans la maladie de Parkinson, si vous lui demandez de montrer qu'il est content, il va faire ça sans difficulté. En revanche, quand vous voyez marcher un parkinsonien, s'il est non traité, il y a plusieurs formes, il y a 30 formes différentes de maladie de Parkinson, mais enfin, vous voyez, il a perdu les mouvements automatiques. Il a perdu les mouvements automatiques. C'est ce que mon illustre prédécesseur, qui était Jean-Martin Charcot, qui avait créé l'école de neurologie mondiale, on peut dire, mais à la Salpêtrière, disait, le malade parkinsonien est condamné au mouvement volontaire à perpétuité. C'est une jolie expression, hein, c'est typique de la vieille école neurologique française. Ça veut dire qu'en réalité, un malade parkinsonien, il a perdu les mouvements automatiques, par exemple de la marche ou du balancement des bras. Vous voyez, je marche, voilà, je fais ça, le parkinsonien fait ça. Il a perdu le balancement des bras. La marche est difficile. Alors, vous savez que dans cette maladie, dans certaines formes de cette maladie, on leur donne la substance qui manque, qui s'appelle la dopamine, c'est un traitement substitutif. Bon, tous les malades parkinsoniens sont traités par cette dopamine. Et dans certains cas, on avait inventé, c'était Ben Abid qui a fait le premier malade, mais nous, on a beaucoup travaillé ça. Je vais vous montrer notre premier malade. On a simplement réactivé les structures qui sont responsables des mouvements automatiques. Je ne rentre pas dans les détails. En mettant une électrode dans une structure qui fait 3 mm de haut et 8 mm de large. C'est tout petit. Tout à fait à la base du cerveau. Après 15 ans de recherche, c'est vrai, chez les cultures de cellules, puis chez des petits animaux, puis même chez le singe avant de passer à l'homme. Ça avait été fait à Bordeaux. Hein, ça avait été fait à Bordeaux chez le singe. On peut arriver à des résultats assez spectaculaires. Je vais voir si ça marche. Alors, où est mon truc, là? Je sais pas mes lunettes, mais... C'est bon. Vous voyez? Voilà, on voit pas très bien, mais voilà, deux de mes anciens postdocs, peu importe. Oh là là, on voit pas. Vous voyez le malade? Alors, hop, vous allez le voir sous traitement. Ça n'a pas marché, là, ça. Ah oui, il est sorti. Il y a un problème. Bah, sur ça, je vous limite, peut-être aussi bien. Parce que c'est pas beau, elle est pas bonne, là. Je vais vous limiter. Non, je veux que tu me regardes parce que c'est... Tu m'as jamais regardé, regarde-moi.
avec le signe du maquignon. Ah oui, c'est ça. Hein? Bon. Alors le malade parkinsonien, vous voyez, il marche comme ça. Si on le traite par la dopa, par des doses trop importantes de médicaments, alors il vient comme ça. Il n'arrête pas. Alors c'est très embêtant parce que soit il est comme ça, soit il est complètement bloqué. Alors on a mis ces électrodes-là, et après, on le voit après l'opération, juste après l'opération, dans la seconde qui suit, il est comme ça. Il marche normalement. Et vous, on le revoit 10 ans après, et il est pareil. Voilà, mais tu veux vraiment, si tu peux voir, ce serait plus authentique quand même. C'est la slide d'après, ça. Voilà. Non. La scène de vous, hop. Ça marche pas, tu vois. Vous voyez le malade parkinsonien, oui. Je sais pas pourquoi c'est aussi. Vous le voyez, la salpêtrière, alors voilà, le voilà complètement, peut-être, vous voyez, désarticulé comme ça, c'est terrible, hein. C'est terrible. Il sort de la salle d'op, le voilà. Il sort de la salle d'op. J'aime bien parce que c'est notre premier malade. C'est 1994. 10 ans après, on le revoit et il est pas mal, quoi. Donc je vous disais ça pour briller un peu, hein, quand même. Non, alors c'est pas du tout pour c'est pour 3% d'entre eux. Je peux répondre après si vous voulez aux questions, je voudrais pas parler trop longtemps pour pas vous ennuyer. Je voudrais terminer en ce qui me paraît le plus intéressant sur le plan conceptuel, disons, pour nous. Je vous ai dit, le cerveau, c'est une machine, c'est nous, une machine qui est vivante et qui est pensante. Je vous ai laissé 3 exemples. Des perceptions, de la mémoire et du mouvement. Mais c'est une machine qui est autonome. Les machines inertes ne sont pas autonomes. Jusqu'à un certain point, peut-être qu'un jour, nos amis roboticiens, informaticiens, mathématiciens iront à trouver des solutions qui permettront de rendre ces machines autonomes. Mais aujourd'hui, l'homme l'est. Jusqu'à un certain point, vous allez voir. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, ce que vous ai déjà laissé entendre. Voici toujours mon cerveau, un petit peu simplifié, comme vous voyez. En fait, je vous l'ai dit, la conscience est une toute petite partie. Moi, je vous pose la question, d'ailleurs, je cherche à savoir pour moi-même, combien de temps on passe par jour à être vraiment conscient au sens où je vous l'ai dit. C'est-à-dire, je suis conscient, par exemple, je suis devant vous, vous voyez. Là, avant de parler, j'étais pas conscient, je ne m'en rendais pas compte. Là, maintenant, tout d'un coup, je me dis, tiens, ben oui, je suis devant cet auditoire sympathique, et je peux même me dire quelque chose de supplémentaire. Je peux me dire, permettez-moi d'être vulgaire, qu'est-ce que je suis en train de foutre ici, par exemple, hein, si je dis ça. Bon, je dis ça pour vous choquer un peu. Hein. C'est-à-dire que j'ai une réflexion sur ma conscience. J'ai conscience que je suis devant vous, j'ai conscience que j'ai une douleur à l'orteil parce que j'ai une goutte, je dis n'importe quoi. Tout ça, je suis conscient. Je me rapporte à moi-même. Mais je peux avoir une conscience de ma conscience. Je peux avoir une pensée sur ma pensée. Par exemple, je peux dire, ce que je viens de vous dire, ben, je suis conscient que vous êtes là, mais au fond, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je serais peut-être mieux avec mes amis en train de prendre un demi dans un café à côté. C'est ce qu'on appelle la métaconscience. Autrement dit, vous avez un inconscient, dont évidemment on n'a pas conscience. Vous avez une conscience, c'est pas beaucoup. Moi je pense que c'est quelques minutes, quelques heures, peut-être par jour, chez peut-être certains intellectuels, les saints, etc. Et puis la métaconscience, c'est d'avoir une pensée sur ma conscience. Une pensée de pensée, si vous voulez. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir, cette pensée de pensée, c'est l'éthique, c'est la morale. Et ça, c'est ce qui nous distingue, je pense, de manière absolument très importante de la plupart des animaux. Certains animaux ont une certaine éthique, comme on le sait, très peu, mais pour nous, c'est absolument fondamental et c'est ce qui nous permet d'exister en société. Voilà.
Or, effectivement, donc la majorité, la grande majorité de nos pensées, de nos émotions est, je préfère maintenant utiliser le mot inconscience, mais pas au sens de l'inconscient freudien, on pourrait y revenir, c'est-à-dire c'est le bas de l'iceberg. La partie de la conscience que nous voyons, c'est une toute petite partie. C'est une image, hein, bien sûr. Si tel est le cas, comment ça marche? Alors, on ne sait pas trop. Mais moi, je pousse un peu, j'ai essayé de réfléchir à ce genre de choses dans notre institut, il y a des gens qui font ça très bien, mais pas de la même manière que moi. C'est-à-dire que je me dis, par exemple, dans le rêve, la nuit, je vous l'ai dit, votre cerveau fonctionne en permanence. Votre cerveau est destiné à produire des pensées, des émotions. Donc, votre cerveau produit des émotions en permanence. Mais vous n'en êtes pas conscient. C'est ça le point, je trouve, absolument essentiel. C'est essentiel pour l'éducation, hein, pour apprendre, pour tout ça. C'est fondamental. Et ça, c'est des notions que les gens n'ont pas, je trouve. Alors, comment ça se passe? Dans l'inconscient, sans être freudien, vous avez une information qui est consciente, par exemple une idée, un concept, une image, etc. Et puis, cette information ici, le petit cube, rentre dans le foyer incroyable de votre inconscient personnel. Il se mélange de manière chaotique. Par exemple, dans le rêve, c'est exactement ce qui se passe dans le rêve. Vous avez parfois une information de la journée qui précède, qui vous a frappé. Ça revient par une personne que vous a frappé, qui revient dans votre rêve, mais de manière, vous savez bien que les rêves sont complètement chaotiques. C'est sans queue ni tête. C'est des images qui vont dans un sens, c'est des pensées qui vont dans une autre, c'est des couleurs, etc., de manière un peu chaotique. Ça peut être chaotique. Mais comme dans l'oubli bénin, parfois ça peut revenir. Et ça peut revenir transformé avec une idée. Et ça, les mathématiciens en particulier, je pense à Henri Poincaré, notamment, que Étienne, évidemment, connaît parfaitement bien, et beaucoup de mathématiciens ont beaucoup réfléchi à ces choses-là. C'est l'histoire de Henri Poincaré qui retrouve je parle sous ton contrôle, la formule de son théorème en montant dans l'omnibus à Coutances. Il était là, c'est comme l'oubli bénin, il pense à toute autre chose, il monte dans l'autobus, hop. À ce moment-là, il se rappelle, il essaie de bien le mémoriser, il rentre chez lui, il écrit son théorème. Je simplifie certainement un petit peu les choses, mais c'est fondamental. Et pour nous autres, dont l'objectif est quand même de faire des découvertes, pas forcément des découvertes comme Einstein, mais quand même de faire des progrès, d'avancer, de trouver des idées nouvelles, c'est fondamental. Moi, c'est en marchant, en faisant dans une forêt que j'ai des idées, c'est en me réveillant la nuit, tout d'un coup, je me dis, tiens, ça peut être parce que simplement j'ai oublié de fermer le gaz, mais ça peut être aussi une idée nouvelle, etc. Tout ça se passe dans cet inconscient permanent. Alors, je voulais vous montrer, peut-être avant, une expérience, c'est que celle de Libet. Vous la connaissez, l'expérience de Libet? Je trouve que ça, c'est une chose, c'est une expérience absolument magnifique parce qu'elle est d'une simplicité biblique et en même temps, elle pose des questions fondamentales sur l'inconscient. Libet, c'est 1883, hein. C'est un Américain de Los Angeles, absolument génial. Voilà, on met un sujet devant une horloge. On lui demande d'appuyer sur le bouton qui est là au moment où il aura l'idée d'appuyer sur le bouton. Je décide d'appuyer sur le bouton, pop, je fais ça. Okay? Et puis en même temps, on enregistre ici le mouvement de l'index qui va appuyer sur le bouton, et sur son crâne, on a mis un électroencéphalogramme très complexe avec beaucoup d'électrodes pour enregistrer les potentiels d'action, les influx nerveux. Vous avez tous vu ce que c'était qu'un électroencéphalogramme, hein, c'est un enregistrement électrique. Et on demande au malade d'appuyer, quand il le veut, le lendemain ou dans la seconde qui suit, sur le bouton. C'est un acte qui est complètement conscient et non automatique. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'on observe?
quand on enregistre son activité électrique, la voilà, l'activité électrique, eh bien on va trouver que lorsque, au temps zéro, le mouvement est réalisé, on note en effet que 300 millisecondes avant, le patient avait noté qu'il avait pris sa décision. C'est normal. Si j'appuie sur un bouton, on imagine mal que j'appuie sur le bouton avant d'avoir décidé. J'ai décidé. Mais là où c'est 300 millisecondes avant, mais là où c'est extraordinaire, c'est que l'activité du cerveau a commencé au moins une demi-seconde avant. Autrement dit, votre cerveau, dans ces expériences-là, a pris la décision d'appuyer sur le mouvement avant que vous en ayez conscience. C'est quand même fou. Eh bien, cette expérience a pour moi primordiale et très simple. Est-ce que tout le monde a suivi? C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Votre cerveau, je vous l'ai dit déjà pour la vision, fait des choses sans que vous en ayez conscience. C'est le rôle majeur de l'inconscient. Donc voilà une expérience que je trouve miraculeuse par sa simplicité. Elle fait encore discuter. On peut expliquer pourquoi. Moi j'ai une idée, mais je ne vais pas vous raconter ça. Il y a des gens qui ont dit mais non, c'est de la foutaise. Comment est-ce qu'on peut, le cerveau peut fonctionner avant que vous ayez conscience, etc. Enfin, bon, ça c'est l'autre chose. Alors je vais finir en vous montrant moi mon idée générale. C'est complètement spéculatif. Voilà mon cerveau. Je parle de l'autonomie encore une fois là. Je suis dans l'autonomie, montrer que nous avons une certaine autonomie. On a un inconscient qui se passe dans l'essentiel du cerveau. Pour prendre conscience des choses, je vous l'ai dit à propos de la vision, il faut que l'information qui était arrivée là arrive dans le cortex frontal qui est là. J'en prends conscience là. C'est ultra simplifié, encore une fois, c'est spéculatif. Et puis, ça c'est moins spéculatif. C'est ça qui est absolument fascinant. C'est que d'avoir conscience des choses, c'est d'avoir une pensée sur les choses, c'est bien. Mais ce qui est formidable, ce qui nous distingue vraiment en tant qu'individu, en tant qu'homme, homo sapiens, c'est pour ça que je vous disais que je suis mon cerveau c'est moi, c'est d'avoir une pensée sur ce qu'on pense. Si j'ai une pensée sur ce que je pense, c'est que je suis éthicien sans le savoir. C'est que je suis moral sans m'en rendre compte. Effectivement, par exemple, un travail d'un type que j'aimerais bien faire rentrer un jour à l'académie qui s'appelle Étienne Klein. Excusez-moi, peu importe, c'est pas du tout Étienne Klein. Voilà, je dis pas le nom. C'est Koechlin, peu importe. Est un type qui travaille depuis toujours avec les sciences computationnelles notamment, sur cette partie antérieure, ce tiers antérieur du cerveau, en montrant qu'il y a un gradient entre la partie consciente et la partie la plus noble, c'est-à-dire de l'avoir une pensée sur une pensée. Il y a un gradient, bien sûr, on est là à l'aube du Moyen-Âge, mais je trouve que c'est une idée intéressante à conserver pour vous, c'est que votre cerveau, pour l'essentiel, il travaille de manière inconsciente. De temps en temps, il est conscient à la partie antérieure de votre cerveau, même chez les mammifères, mais de manière très réduite. Et puis nous, on a quelque chose qui est quand même exceptionnel, c'est vraiment d'avoir cette métaconscience, ce que les philosophes appellent souvent l'inconscient cognitif, peu importe, etc. Donc voilà le petit message que je vais vous donner. Je me permets de le résumer, c'est tout simple. Je suis mon cerveau c'est moi, c'est pas mes pieds, c'est moi, c'est ça. Le corps ne pense pas, par contre il est indispensable pour penser. 1, c'est une machine. 2, elle est vivante, biologique, parce qu'elle bouge tout le temps. 3, elle pense, les émotions, etc., etc. Et 4, elle a une certaine autonomie grâce à cette métaconscience qui est dans le lobe frontal, à sa partie tout antérieure. Voilà, alors je vais essayer de vous résumer ça brièvement. Vous imaginez que c'est un peu superficiel et vous me pardonnerez, j'en suis certain. Merci pour votre attention. Merci Yves pour cette remarquable conférence. Je pense qu'il va y avoir quelques questions. Voilà, toujours de démarrer. Donc, qui veut poser les premières questions?
Alors, toujours le temps de... Qu'est-ce que tu as dit? 300 millisecondes pour que ça arrive jusqu'au cerveau. Voilà, il faut un peu de temps. Alors moi j'en ai quand même une que tu as abordée un petit peu. Alors d'abord celle qui a été posée, donc il faut y répondre, sur la maladie de Parkinson. Donc tu nous as montré un film absolument époustouflant de comment en greffant une électrode dans une petite partie du cerveau, faisais retrouver aux Parkinsoniens la marche automatique. Alors effectivement, pour tous les malades de Parkinson, on peut faire ça. Non, combien non. Et pourquoi? Le truc, si vous voulez, c'est que vous avez vous avez en fait dans le cerveau deux parties, essentiellement. Vous avez une partie consciente, c'est le cortex. C'est les cellules nerveuses qui sont tout autour du cerveau. Et puis vous avez au centre du cerveau un groupe de cellules, c'est petit, hein, c'est pas gros, qui est majeur chez la tortue ou chez le serpent, par exemple. Ce sont ce qu'on appelle les nœuds gris centraux. Et dans la maladie de Parkinson, c'est un dysfonctionnement à un endroit particulier, c'est très compliqué, c'est un petit cerveau à soi-même, hein, peu importe, et qui est responsable de la lenteur, de la raideur et du tremblement de repos. C'est un tremblement de repos. Parce que le Parkinson, si vous lui faites lever les bras, ça ne tremble plus. Enfin, dans la majorité des cas. Eh bien, cette structure dysfonctionnante, c'est une structure qui sécrète une substance qu'on appelle la dopamine. Or, en donnant de la dopamine, ou son précurseur, la L-Dopa, eh bien, on rétablit le fonctionnement de cette structure, cette petite structure. Et quand on met l'électrode, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on rétablit le fonctionnement de la structure en aval de la structure. C'est-à-dire que, si vous voulez, prenez l'autoroute du Sud, vous bloquez l'autoroute du Sud, encombrement majeur. Bon, maintenant, vous allez par-dessus, eh bien, ça repart. Vous pouvez repartir. Si vous prenez votre voiture, vous la mettez après le barrage, eh bien, vous repartez. Avec la stimulation, c'est ce que vous faites. Vous stimulez la structure qui n'était plus activée en raison du dysfonctionnement de la structure. Alors, le problème, c'est que les maladies de Parkinson, on a mis 30 ans à essayer de montrer ces choses-là, c'est pas encore toujours accepté. En fait, il y a une forme qui est une forme dopaminergique pure, comme je l'appelle. C'est-à-dire où il y a seulement un déficit en dopamine. Malheureusement, la plupart, 97% en gros, des maladies de Parkinson, c'est ça, plus d'autres lésions. Donc, dans cette forme particulière, c'est en gros 3% des malades. À ce moment-là, on peut avoir des résultats absolument miraculeux, comme le malade que je vous ai montré. Et comment on les reconnaît, les malades des 3%, par le test de faire l'électrode et de voir si ça marche, c'est tout? Non, pas l'électrode, on leur donne le médicament. Ah oui, la Par exemple, dopamine. tu as un malade qui est comme ça, Ouais. voilà, alors il marche comme ça, et puis tu lui donnes le médicament, et quart d'heure après, il est comme ça. Et donc Alors l'électrode, là, tu sais c'est un que- substitut à la dopamine. Voilà. D'accord. Donc c'est ceux qui sont très sensibles à la dopamine à qui on peut mettre une électrode. Exactement. Ah super, je vais pouvoir être médecin là. Ça suffit, non? Bien. Alors, d'autres questions, madame. Alors attendez, il faut que je vous passe le micro pour qu'on puisse enregistrer votre question. Vous avez parlé du nombre de neurones. Oui, du nombre de neurones. Oui, et je me suis posé la question, un bébé, est-ce que ça a le même nombre de neurones? Parce que au fur et à mesure, son cerveau, il va grandir. Donc, Oui, je vais essayer de répondre à la question. Oui, votre cerveau, mademoiselle, fait donc en gros 1,3 kg. Le bébé, à la naissance, le poids de son cerveau, c'est 300 grammes. 300 grammes, hein, c'est comme un cube pareil pépette de beurre, hein, 250 grammes. Donc, entre ce moment-là et l'âge de 18 ans ou 20 ans, où vous avez un cerveau qui est à maturité, il y a effectivement une augmentation du poids. Cette augmentation du poids, se caractérise par une multiplication invraisemblable des neurones. Par exemple, chez un bébé de 1 an, on considère qu'il produit 250 000 neurones par minute. C'est énorme. Mais les neurones, c'est des cellules, comme les cellules du corps. Le problème, c'est les connexions. Entre parenthèses, si vous voulez, on peut en parler, ce qui est plus proche de ce qu'on appelle l'intelligence, c'est les connexions nerveuses. Il y a une assez bonne corrélation, incomplète, c'est plus compliqué que ça, mais entre le nombre de connexions nerveuses
et l'intelligence, ou des fonctions comme la mémoire, par exemple, etc. Pas du nombre de neurones. Ce qui se passe, je fais une parenthèse, dans une maladie comme une maladie de Parkinson, par exemple, c'est que les neurones restent longtemps viables, un peu comme le tronc d'un arbre qui perd ses feuilles, mais le tronc est là. Mais ce qui fait le début de la maladie, c'est la perte de toutes les connexions. Voilà. Alors, d'abord, les neurones se multiplient en nombre, et puis ensuite, en même temps au début, mais surtout à la fin, les connexions s'épandent, se multiplient, d'où l'importance de l'éducation. Parce que vous naissez, on ne peut rien faire contre l'inné. Hein. Vous êtes comme vous êtes, moi je suis comme vous êtes, on est tous comme ça, il n'y a rien à faire. On a un potentiel génétique contre lequel on ne peut rien, ou pour lequel on ne peut rien. Jusqu'à présent, j'espère d'ailleurs. En revanche, l'éducation, l'école, la famille, etc., c'était considérable pour modifier. Vous avez un cerveau qui est malléable, qui bouge tout le temps. Donc, si vous apportez des informations, il change tout le temps. D'où l'importance de l'école et de l'éducation. Enfin, c'est évident. Hein. Non, c'est pas forcément évident. Je te rappelle que Trump a décidé de supprimer le ministre fédéral de l'Éducation nationale. Donc, c'est pas évident pour tout le monde. Bien, désolé pour cette parenthèse politique. Non, mais je sens que ça te travaille. Oui. Vous avez déclaré que le cerveau sans le corps ne fonctionne pas. Oui. Que le corps sans le cerveau ne fonctionne pas. Oui. Que par voie de conséquence, quand le cerveau et le corps, qui sont de la matière, oui, sont détruits, il n'y a plus de pensée. Alors j'ai deux questions à vous poser. Qu'est-ce que l'âme? Et d'autre part, c'est un peu provoquant bien sûr, et d'autre part, la deuxième question, c'est, vous ne croyez donc pas possible que certains esprits morts parlent aux vivants? Alors, bon, j'aime beaucoup la question. Hein. Mais je peux répondre de manière très simple. Non. C'est tout, j'ai fini. Non, il ne faut pas penser qu'il y ait des transmissions de pensée. C'est stupide. Ça n'a aucun sens. Mais je sais que si je le dis, je passe pour Oui, c'est comme ça, parce qu'une fois que les gens, c'est formidable, une fois que les gens ont des convictions, il n'y a rien à faire. Ah oui, mais je me souviens, écoutez, l'autre jour, ma cousine m'a dit, tiens, un tel est malade, je suis sûr qu'il va mourir. Et puis le lendemain, on apprend que le type est mort. Alors on en dit, ça y est, elle a eu une transmission de pensée. Enfin, ça tient pas debout. Il faut lire le livre de Brock et de... Comment il s'appelle de notre physicien, là, que vous avez connu, peu importe. Non, ça tient pas debout. Il n'y a pas de transmission de pensée. Ce qu'on fait, c'est que je vous regarde, vous me voyez. Moi, je ne vous connais pas, mais déjà, simplement en vous voyant, en voyant par exemple la manière dont vous me regardez, vos mouvements, etc. Et moi, vous voyez, quand je m'adresse à vous, vous avez un jugement sur ce que je suis déjà un petit peu. Le reste, ce n'est que des coïncidences. Et ces coïncidences ont été analysées par des milliers de gens, de scientifiques, qui ont à chaque fois les transmissions de pensée, les journaux, les prédictions, etc. À chaque fois, ça marche pas. Alors maintenant, les mots, c'est quelque chose dont on parlait avec Étienne, dont je voulais parler avec toi. Les mots sont très importants. On parle de cognition, on ne sait pas ce que ça veut dire. Vous avez les sciences cognitives qui négligent les émotions, c'est ridicule. On ne pense pas sans émotion, on n'a pas d'émotion sans pensée. Vous avez l'âme, l'âme a une connotation spirituelle. Si vous êtes croyant, l'âme a un sens. C'est l'esprit avec l'idée de croyance en Dieu, éventuellement d'un au-delà. Mais moi, c'est un mot que vous comprenez, j'évite, puisque moi, je cherche à savoir comment ça marche, cette affaire-là. Comment ça marche à l'échelle individuelle, c'est pas pour le plaisir, c'est pour les sciences humaines et sociales. Parce que si on comprend comment marche un cerveau à l'échelle individuelle, je vais un peu plus loin, mais ce qui est important, c'est comment ça marche dans la collectivité. C'est comment la société peut fonctionner avec des machines dont on commence à comprendre comment ça marche. C'est quand même extraordinaire qu'on arrive
qu'on arrive à faire fonctionner une société sans comprendre comment on fonctionne. Si on comprend comment on fonctionne, on pourrait peut-être trouver des moyens plus intelligents pour assurer le fonctionnement de la société. Donc j'évite les mots âme, j'évite le mot esprit aussi, qui a aussi une connotation spirituelle quand même. Ceci étant, comment on fait pour appeler les fonctions mentales? Alors si je dis fonction mentale, mens, ça vient de mens, matis, en latin, c'est l'esprit. On s'en sort pas. Donc moi, je dis les fonctions cérébrales. C'est les fonctions du cerveau. Et ces fonctions du cerveau, je les ai énumérées. Par exemple, l'attention. Vous savez, on comprend les mécanismes de toutes les fonctions que je vous ai dites. Le mémoire, par exemple, on comprend très bien. L'attention aussi, la motivation. On connaît les circuits. La seule chose qu'on ne connaisse pas avec certitude, c'est le code. Code physico-chimique, comment, dans l'œil, vous avez vu, des photons se transforment en électricité. Ça choque personne. Tout le monde est d'accord. Là, le code, savoir comment un ensemble de neurones. Alors, on sait des choses. Si vous voulez, je peux en dire un mot. Oui, vas-y. J'en dis un mot, je crois que c'est intéressant. Prenez, on parlait de la mémoire. Il y a différents types de mémoires, anciennes, nouvelles, les mémoires des lieux, les mémoires immédiates, éphémères, etc. Bon, on distingue plein de types de mémoires en fonction des localisations dans le cerveau, de chacune de ces groupes de mémoire. Mais c'est, comme je disais, c'est pas comme des billes dans un sac de billes. C'est en fait, ce sont des modules très complexes d'ensemble de neurones qui sont très intriqués les uns dans les autres. Et le problème, c'est de savoir comment ça fonctionne. Eh bien, il faut savoir, c'est une idée à avoir. Peut-être que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais je pense que avec Stanislas Dehaene, par exemple, on pense vraiment ça de manière très claire, c'est que le cerveau est statisticien. C'est un probabiliste. Un module comme celui d'une mémoire, par exemple, c'est comme une série de vecteurs qui vont dans tous les sens, qui sont activés par l'environnement, les couleurs, la machin. Vous imaginez, heureusement qu'on néglige toutes les informations qui arrivent, qu'elles sont sélectionnées, hiérarchisées dans le cerveau, et finalement, on a quand même la mémoire. Par exemple, je vois votre visage, je me le rappellerai maintenant. Ça veut dire qu'il est mémorisé dans un module, et comment c'est mémorisé pour que je puisse me le rappeler? C'est l'ensemble du module qui est mis en œuvre, et là, comme un vecteur résultant, une somme de vecteurs, je ne suis pas très bon, je parle under your control, ça, que vous avez quand même un vecteur, et donc finalement une réponse, un rappel exact, sélectionné, hiérarchisé, c'est le bon. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors pour résumer, parce que je trouve que c'est bien de faire les synthèses, il n'y a pas de transmission de pensée, l'esprit n'est pas en dehors du corps, le dualisme, c'est ce qu'on appelle le dualisme des philosophes. Si vous voyez, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Le cerveau, c'est une machine qui transforme des informations afférentes en informations efférentes par un travail qui est assez compliqué, d'une complexité qu'on commence à comprendre. Deux, les mots, il faut éviter les mots qui ont des connotations, c'est très difficile. Moi, ça m'agace. Par exemple, moi je suis plutôt neurologue, même si j'étais beaucoup... Je suis neuropsychiatre, en fait, de formation, comme on dit, mais je ne comprends pas comment ces deux disciplines ont pu être séparées. Évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes malades, mais les problèmes de fonctionnement cérébraux, c'est les mêmes. Les psychiatres, c'est plutôt émotionnel, c'est un délire, c'est une dépression, c'est des choses comme ça. Nous, c'est la même chose, mais on travaille plus sur des problèmes, disons, de cognition, de raisonnement, de logique et de choses comme ça. Mais en réalité, les deux sont liés. Mais à partir du moment où vous utilisez le mot psyché, psychiatrie, et de l'autre côté, le psyché, c'est à cause de la belle histoire de Psyché. Et puis de l'autre côté, neuro, ça vient de neurones. En plus, dans le cerveau, la moitié des cellules ne sont pas des neurones. Pourquoi on dit neurones? Alors, comment s'exprimer, in fine? Comment s'exprimer? Eh bien, la première chose à dire, c'est déjà de définir une fonction. Et ça, on peut comprendre ce que c'est qu'une fonction. Mais moi, je pense qu'au lieu de dire fonction mentale, au lieu de cognition, au lieu de etc., on devrait utiliser le mot fonction cérébrale, les fonctions du cerveau. Voilà. J'avais une question là derrière d'abord, j'y vais. Voilà. Professeur, merci. Merci pour votre présentation déjà. Rassurez-vous, je ne crois pas non plus à la transmission de pensée. Mais
quand même, c'est une remarque en passant. Allez-y, Il y il a quand même des expériences physiques qui ont valu même un prix Nobel à un Français qui s'appelle Alain Aspect, qui prouve que des particules élémentaires ou pas peuvent être intriquées, c'est-à-dire qu'elles sont connectées et réagissent de la même façon, indépendamment de leur distance. Oui. Voilà. Donc, il y a quand même peut-être une réflexion à mener là-dessus. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce que je disais? Oui, Non, ça veut dire que les particules, elles communiquent différemment que ce qu'on appelle communication aujourd'hui. Voilà. Mais ça, c'était juste... Oui, enfin, c'est quand même un phénomène physique. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas immatériel. Non, mais je vous ai dit, je ne crois pas à la transition. Si vous voulez, l'idée que je suis... Quand vous pensez, quand monsieur parle de ça, il pensait à la pensée immatérielle, en disant, c'est incolore, c'est inodore, c'est impalpable, c'est inaudible, etc., etc., effectivement, donc c'est immatériel. Non! Une pensée, c'est une forme de matérialité, puisqu'elle sort de la matière. Mais c'est bien de matérialité. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Quand je prononce, par exemple, je dis le mot bouteille, j'ai pensé bouteille, je dis bouteille. Vous entendez bouteille, et puis dans votre cerveau, vous décodez bouteille, et ça vous donne l'idée de la bouteille. C'est tout simple, en fait. C'est comme des machines tout à fait élémentaires, sauf que c'est compliqué. Alors, en fait, ma question était pas là, c'était juste une incidence. J'ai été confronté professionnellement à certains problèmes que vous avez évoqués de manière très générale. Oui, très bien. Justement, la bouteille. Quand on a affaire à des systèmes plus complexes qu'une bouteille, oui, on a soi-même une connaissance personnelle avec des choses qui peuvent être éthiques, vous avez parlé d'éthique, morale, pratique, etc. Lorsque vous êtes confronté à un phénomène que votre cerveau va analyser et qui, en arrivant au cervelet, on va dire... Pas le cervelet, c'est le cerveau. Enfin, le cervelet, c'est autre chose, oui, en dessous. La partie arrière du Oui. cerveau porte en soi une contradiction. Oui. Avant que ça n'arrive à votre conscience, à votre cerveau frontal, il va régler ce problème de contradiction de manière inconsciente, le cerveau. Oui, éventuellement, oui, ou parfois consciente. Hein, Parfois, non. Nous sommes tous en contradiction, toujours. Alors, moi, ça m'a intéressé parce que j'ai été confronté à des gens qui, dans leur métier, comme moi, étaient confrontés à ce genre de problème de contradiction face à un phénomène qui s'impose. J'ai travaillé un peu là-dessus pour savoir de quoi il s'agissait. J'ai trouvé des choses sur la dissonance cognitive, oui, qui permet au cerveau de faire d'écarter le tri, une chose et puis de garder l'autre. Oui. Et je peux vous répondre, ça on connaît assez bien. Et justement, quand on pose la question aux personnes qui ont ce problème, oui, je pense qu'on l'a tous eu, peut-être inconsciemment, oui. Elles ne sortent pas de la décision que leur cerveau a prise de manière inconsciente, et elles-mêmes peuvent être, j'ai été confronté à ça, devenir dans leur comportement, pas physiquement, oui, assez violentes si on essaie de leur faire prendre conscience de cette contradiction qui a été prise inconsciemment. Oui, j'y suis, je vais vous répondre. C'est très intéressant. Vous faites allusion, là, par exemple, à des malades qui ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire des gens qui ont des obsessions, par exemple l'obsession de la saleté, et qui se lavent les mains à longueur de journée. Moi, j'avais une malade qui avait les mains et les avant-bras en sang, tellement elle se lavait par jour, et tout en considérant que c'était complètement idiot. Je vous dis tout de suite, d'ailleurs, en utilisant la méthode des électrodes sur une autre structure, on a largement amélioré cette maladie et d'autres. On peut opérer ces stocks terribles. Je ferme la parenthèse. Ce que vous dites, c'est, effectivement, on a des informations contradictoires. Par exemple, Étienne peut me dire, tiens, fais ça. Et Didier me dit, non, il ne faut pas faire. Mais si, il dit, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi, je me barre. Non, mais blague à part.
en réalité, effectivement, ce cerveau a des fonctions toutes particulières qui lui permettent 3 choses successives. C'est de sélectionner, de hiérarchiser, et puis ensuite de prendre une décision. C'est-à-dire que si le cerveau dans l'ensemble, je ne vais pas rentrer dans le détail, les modules les uns avec les autres, des modules de généralisation de plus en plus importants, permettent de sélectionner, d'éliminer les bruits de fond, si vous voulez. Puis ensuite, vous êtes dans la période de décision. À ce moment-là, votre cortex frontal a cette propriété de faire une analyse des options. Il fait un essai de détail, comme on doit faire d'ailleurs devant toute tâche intellectuelle. On regarde, commence par voir de quoi il s'agit. Et ensuite, il hiérarchise et finalement, il va décider. Quand il s'agit de décider entre un sandwich au jambon et un sandwich au poulet, ça va. Quand on décide, un militaire, d'envoyer un missile sur un avion inconnu, c'est plus difficile. Comment ça se passe? Eh bien, il y a toute une série de hiérarchisations qui vont finir par aboutir à cette décision. Cette décision, elle dépend essentiellement de 2 grands systèmes. L'un qui est cognitif, disons logique, intellectuel, plus intellectuel. Un autre qui est plus émotionnel. Vous savez qu'on prend la plupart de nos décisions de manière émotionnelle. Hein, c'est quand même vrai. Et puis, à un moment, il faut choisir. Alors là, je peux vous dire un dernier papier de Nature du type dont je parlais tout à l'heure, Étienne Koechlin, c'est très intéressant, qui montre que dans des séries de choix avec des études de sciences computationnelles, en fait, la partie consciente dans un choix complexe, elle est pour 1/3 consciente, mais pour les 2/3, elle provient de modifications infimes du bruit de fond, c'est-à-dire de quelque chose qui est inconscient. Autrement dit, la plupart de nos décisions, enfin, je simplifie à l'extrême, tout se passe comme si la plupart de nos décisions étaient inconscientes. Enfin, pas complètement, mais pour beaucoup, surtout quand on ne sait pas. Et le TOC, dont vous avez, enfin, je ne sais pas si c'était un TOC, mais ça aurait pu être, le TOC, lui, il ne peut pas décider. Il ne peut pas décider, et nous, on a, avec Luc Mallet, dans mon groupe, on a fait une petite théorie de ça, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, je vous donner l'exemple de l'obsession de la saleté avec la compulsion de lavage. On avait une malade, c'est dommage, je n'ai pas le film, aussi je l'aime, enfin, par exemple, pour sortir de sa chambre, il fallait 10 minutes. Elle faisait ça. Il fallait sortir d'une manière particulière. Et ça durait 10 minutes. C'est quand même, on ne peut pas vivre, vous ne pouvez pas vivre. C'est pour ça que cette femme, on l'avait d'ailleurs opérée, aussi avec quelques succès. Donc, oui, il y a un moment, tout ça est décidé à un moment par le cortex frontal, probablement en partie de manière non consciente, parce que l'inconscient, c'est pas juste une abstraction, c'est aussi toutes nos mémoires qui sont là-dedans. Ça tourne. Et c'est ce qui nous permet de prendre des décisions. Mais peut-être aussi, on a en plus, à l'arrière de ce cortex frontal, là je viens un peu compliqué, un détecteur d'erreurs. Par exemple, vous êtes sur votre ordinateur, ça vous arrive, moi ça m'arrive tout le temps, vous appuyez sur un bouton. Ah merde, je me suis trompé, c'était pas le bon. À ce moment-là, détecteur d'erreurs. Vous avez une petite structure à l'arrière du cortex frontal qui s'allume, vous êtes trompé. Éventuellement, vous pouvez corriger. Vous voyez, donc c'est assez complexe, mais on commence à avoir une idée des grands principes qui permettent d'arriver à une décision avec des contradictions. Entre parenthèses, nous sommes toujours en contradiction. Là, quand je m'exprime, je pourrais m'exprimer d'une autre façon. Pourquoi je choisis celle-là? Nous ne sommes qu'en contradiction. Est-ce que je vais sortir par là ou je vais sortir par là, etc., etc. Nous sommes toujours dans cette perplexité permanente. Heureusement, mais par exemple, dans un TOC, les gens sont effroyablement stressés à l'idée de prendre une décision. C'est ce qu'on appelle, nous, la folie du doute. Alors, une dernière question. Il y avait, je crois, madame avant, donc voilà, parce que le temps passe et il faudra libérer la place. Attendez, j'arrive avec le micro. Madame. Bonjour.
Je voudrais savoir ou connaître, peut-on définir les raisons, les causes qui provoquent une défaillance des connexions à la naissance? Ça, c'est une vaste question. Oui. Vous parlez des maladies à la naissance. Les maladies à la naissance, comment aborder ce problème-là? C'est comme les maladies pendant le reste. À partir du moment où l'embryon est né avec une et deux cellules, vous avez génétiquement, vous avez déjà tout votre être qui est déterminé. La couleur de vos cheveux, sauf pour vous. Mais c'est déterminé tout ça. Donc il y a des maladies génétiques. Il suffit d'une mutation sur cette énorme molécule qui s'appelle l'ADN. Il suffit qu'il y ait une inversion, un tout petit truc de rien du tout, et tout le code, les protéines qui sont sécrétées, donc les comportements peuvent être... donc il y a toute une série, il y a des milliers et des milliers de maladies génétiques chez l'enfant qui sont d'origine purement génétique. Dominante, un enfant sur 2, ou récessif, un enfant sur 4. Mais vous avez aussi autre chose, c'est que pendant l'embryogénèse, pendant la grossesse, ces 9 mois, il s'en passe des choses. Et à ce moment-là, l'embryon est soumis à de quantités de facteurs environnementaux, comme vous le savez, éventuellement des toxiques, on les connaît, des microbes, on les connaît, des virus aussi, on en connaît peut-être pas beaucoup, parce que beaucoup sont mystérieux. Vous avez des maladies à la naissance ou au début de la petite enfance qui se développent, on ne sait pas pourquoi, parce que ça fait seulement 50 ans qu'on commence à s'intéresser, non pas à s'intéresser, mais qu'on a les moyens d'aller chercher ce qui se passe. Donc toutes ces maladies sont soit génétiques, soit environnementales, ce qu'on va appeler l'épigénétique pendant toute l'embryogénèse, soit souvent évidemment les deux. C'est une mixture des deux. Ce qui fait que, et c'est d'ailleurs vrai ce que vous dites pour l'enfant, est vrai pour probablement la plupart des maladies psychiatriques, la schizophrénie, ce qu'on appelle des maladies neurodéveloppementales. Moi, je pense que c'est la même chose. On l'a montré avec Alexandra Dur dans mon groupe. C'est plus mon groupe, c'est indépendant depuis longtemps maintenant. Dans une maladie héréditaire qui s'appelle la maladie de Huntington, qui est une maladie autosomique dominante, mais malheureusement qui apparaît à l'âge de 40 ans, en moyenne. Donc, les gens naissent sont normaux. Mais on s'est aperçu en analysant des embryons de cette maladie qu'en réalité, les mutations étaient évidemment présentes, mais déjà les anomalies morphologiques, des petites anomalies de développement, qui n'ont pas empêché un développement normal jusqu'à 35, 40 ou 50 ans. Vous voyez ? Et c'est pour ça que ma fille, qui commence un internat en psychiatrie, je lui ai dit, il faut faire de la biologie du développement. L'avenir, pour moi, pour le cerveau, c'est la biologie du neurodéveloppement. Je pense que notre discipline. Alors, une dernière, parce que vous insistez, et après, on vous libère. Excusez-moi. Vous avez juste évoqué là, dans un des croquis le mot logique, mais moi je me pose la question, toute la question des démonstrations mathématiques, ça devient situé quelque part dans le cerveau, et surtout comment une démonstration dans ce domaine mathématique, si elle n'est pas trop compliquée, elle aboutit à un consensus entre la personne qui fait la démonstration et la personne qui écoute la démonstration. Je vais répondre à la première partie, la seconde, je suis moins sûr, mais c'est très intéressant. Alors, celui qui est le meilleur pour répondre aux mathématiques, c'est certainement Étienne Gis. Bon, Étienne, prépare ta réponse. Non, mais là, parce qu'il ne sait pas. Celui qui sait bien, c'est notre ami Stanislas Dehaene, qui a beaucoup étudié ça. C'est un mathématicien, psychologue, qui est chez nous d'ailleurs, la même compagnie, et qui a étudié ça de très près. En effet, je vous raconte mon histoire. Quand j'étais interne, un jour, je reçois un malade qui venait du Bénin. Un beau noir, très sympathique, vous voyez, 60 ans, etc. Et on lui disait, alors monsieur Bamako, il était professeur de mathématiques au Bénin. 4 plus 3, ça fait combien? Alors, il se marrait, il savait.
7, il avait perdu l'usage du calcul. Un mathématicien qui avait perdu la capacité de faire une multiplication ou une addition. Et il avait ce qu'on appelle à l'époque un syndrome de Gerstmann, c'est-à-dire une lésion pariétale gauche chez un droitier. C'est une particularité ça s'appelle une acalculie. Moi, je connaissais ça à l'époque, avec peu importe 2 autres symptômes, peu importe, je simplifie. Stanislas Dehaene et son équipe, en particulier, ont bien étudié ça. Il y a dans la région pariétale inférieure, ici à peu près, là, vous voyez, ici, dans le cortex, un centre qui joue un rôle essentiel dans tous les calculs, toutes les formes de calcul, évidemment les calculs élémentaires, mais aussi la programmation intellectuelle du calcul chez les mathématiciens, la comparer des mathématiciens avec des profs de maths, avec des mathématiciens avec des sujets témoins, etc. C'est tout à fait remarquable comme travail. Donc ça se passe là. Maintenant, si j'ai compris, entre compréhension et faire, je vois pas tellement le problème, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence, mais c'est vrai que 2 mathématiciens ensemble, il y en a un qui parle, l'autre comprend. Si Étienne essaie de m'expliquer quelque chose dans son domaine de la géométrie très complexe, il va lui bien comprendre, moi je suis pas sûr de bien comprendre, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je pense que les mathématiciens, quand on leur pose la question, là je parle sans, ils disent toujours que les maths, c'est une forme de langage, et c'est un langage dont nous avons peur, et que si on rentre dans ce langage, on peut devenir un excellent mathématicien. Moi j'ai été élevé avec un jeune homme qui était, quand j'étais petit, toute mon enfance, avec un type qui était un grand mathématicien. J'ai jamais compris bien grand-chose aux mathématiques, mais enfin, c'est pas grave. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier 1000 fois Yves de... Voilà. Et donc on vous libère, sauf les gens qui ont pris l'option d'après la conférence. On va se retrouver en bas dans les cuisines du château. Ah oui, il faut que j'annonce la conférence prochaine. Alors la prochaine conférence, c'est le 6 ou 7 juin. 7 juin. Le 7 juin de Pierre Lénat, qui est déjà venu ici, qui a déjà fait de nombreuses conférences, astrophysicien. Alors d'abord, je voudrais dire quand même que Yves Agide a écrit beaucoup de livres. Le dernier qui a été publié très récemment, et qui s'appelle L'homme cérébral, c'est celui-là, c'est le dernier. Donc vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes bibliothèques, où il explique de façon un peu plus précise, un peu plus longue, ce qu'il nous a présenté. Et donc la prochaine conférence, c'est Pierre Lénat, le 7 juin, qui est un astrophysicien qui vient de publier un livre sur l'histoire de l'astrophysique, qui est absolument passionnant, et qui nous fera une conférence sur l'histoire de l'astrophysique. Voilà. Et après, la suivante, c'est en octobre, le 12 octobre. Le 12 octobre, d'Étienne Klein. Alors, elle n'aura pas exceptionnellement lieu au château, parce qu'avec l'Office du tourisme d'Hendaye, Étienne a été très demandé. Alors, on fera la conférence plutôt dans une salle plus grande à Hendaye, parce que comme vous l'avez vu ici, on est très limité au niveau de la place, et c'est pour l'ouverture de la fête de la science qu'il inaugurera. Voilà. Merci beaucoup. C'est ceux qui doivent rester, restent avec nous. On va les conduire aux cuisines. Merci. Bon, c'était super. Super. Alors, par contre, tu perds rien. J'ai pris mon truc, moi. D'accord, ok. Le reste.